Je m'appelle Amara, j'ai 25 ans et jusqu'à récemment, je pensais savoir exactement qui j'étais. Une épouse, une mère, une femme qui respectait les règles. Je pensais qu'avec du travail, de la fidélité et une conduite honorable, la vie finirait par offrir une certaine stabilité. Au lieu de cela, la vie m'a envoyé des avertissements tardifs. Ça a commencé sinuellement. Les courses coûtaient plus cher, le prix de l'essence augmentait, les heures de travail de mon mari diminuaient. Nous nous persuadions que c'était temporaire, qu'il suffisait de traverser quelques mois difficiles. Nous avons commencé à utiliser davantage la carte de crédit, puis à puiser dans nos économies, en faisant semblant d'en avoir encore. Mais le véritable déclic n'a pas été un événement dramatique. C'était un mardi après-midi. Moi, à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, l'estomac noué, fixant la date d'échéance du loyer sur mon application bancaire, recalculant les mêmes chiffres encore et encore. Je n'arrêtais pas de penser, et si j'avais entré le mauvais montant? Et si j'avais oublié quelque chose? Mais non, nous étions à court d'argent, pas qu'une petite somme, suffisamment pour que je ne puisse plus faire semblant de ne pas le savoir. Mon mari, Hayden, était au travail, un double emploi qu'il avait supplié d'obtenir. Je savais que si je lui disais la vérité, il paniquerait. Il commencerait à parler d'un autre prêt, de vendre la voiture, d'emprunter de l'argent à des gens envers qui nous savions tous les deux que nous ne voulions pas être endettés. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant en 10 ans de location chez le même propriétaire. J'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé Joshua Reynolds dans mes contacts et j'ai appuyé sur Appeler. Ma main tremblait littéralement pendant que ça sonnait, comme une adolescente qui appelle un garçon pour la première fois. Bizarre, non? Mais ça, c'était ça, et non, à 46 ans, je me sens à nouveau vulnérable, craignant de décevoir quelqu'un. Amara, sa voix grave parvint à mes oreilles. Tout va bien. Salut Joshua, tu as 1 minute? Il faut que je te parle du loyer. Un silence s'installa, juste assez long pour que mon cœur s'emballe. Bien sûr, dit-il. Tu veux venir au bureau où je serai plus tard? Tu pourrais passer? Demandai-je. Je serai plus à l'aise pour en parler là-bas. D'accord, dit-il doucement. J'y serai dans 1 heure environ. Puis j'ai raccroché. J'aime revenir sur ma décision. Je voulais faire apparaître l'argent comme par magie et faire comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'ai fait le tour de l'appartement, redressant les coussins, essuyant les comptoirs, ouvrant les fenêtres pour aérer, comme si je pouvais effacer toute trace de cette situation. Quand la sonnette a retenti, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai tourné la serrure et appuyé sur le bouton pour lui ouvrir. Joshua a entre 50 et 50 ans. Grand et large d'épaules, le genre d'homme qui travaillait autrefois de ses mains et qui désormais s'occupait surtout de chiffres. Pendant des années, il n'avait été pour moi que le concierge de l'immeuble. Courtois, poli, réservé. Nous ne parlions pas, nous ne partagions pas d'anecdotes, nous nous contentions d'échanger des enveloppes et de brefs sourires. Mais ce jour-là, lorsqu'il entra dans ma cuisine, quelque chose avait changé. Peut-être le percevais-je d'un autre œil, non plus comme une figure d'autorité chez moi, mais comme un homme que j'allais décevoir. Je m'appelle Amara, j'ai 25 ans et jusqu'à récemment, je pensais savoir exactement qui j'étais. Une épouse, une mère, une femme qui respectait les règles. Je pensais qu'avec du travail, de la fidélité et une conduite honorable, la vie finirait par offrir une certaine stabilité. Au lieu de cela, la vie m'a envoyé des avertissements tardifs. Ça a commencé sinuellement. Les courses coûtaient plus cher, le prix de l'essence augmentait, les heures de travail de mon mari diminuaient. Nous nous persuadions que c'était temporaire, qu'il suffisait de traverser quelques mois difficiles. Nous avons commencé à utiliser davantage la carte de crédit, puis à puiser dans nos économies, en faisant semblant d'en avoir encore. Mais le véritable déclic n'a pas été un événement dramatique. C'était un mardi après-midi. Moi, à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, l'estomac noué, fixant la date d'échéance du loyer sur mon application bancaire, recalculant les mêmes chiffres encore et encore. Je n'arrêtais pas de penser, et si j'avais entré le mauvais montant?
Et si j'avais oublié quelque chose? Mais non, nous étions à court d'argent, pas qu'une petite somme, suffisamment pour que je ne puisse plus faire semblant de ne pas le savoir. Mon mari, Hayden, était au travail, un double emploi qu'il avait supplié d'obtenir. Je savais que si je lui disais la vérité, il paniquerait. Il commencerait à parler d'un autre prêt, de vendre la voiture, d'emprunter de l'argent à des gens envers qui nous savions tous les deux que nous ne voulions pas être endettés. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant en 10 ans de location chez le même propriétaire. J'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé Joshua Reynolds dans mes contacts et j'ai appuyé sur Appeler. Ma main tremblait littéralement pendant que ça sonnait, comme une adolescente qui appelle un garçon pour la première fois. Bizarre, non? Mais ça, c'était ça, et non, à 46 ans, je me sens à nouveau vulnérable, craignant de décevoir quelqu'un. Amara, sa voix grave parvint à mes oreilles. Tout va bien. Salut Joshua, tu as 1 minute, il faut que je te parle du loyer. Un silence s'installa, juste assez long pour que mon cœur s'emballe. Bien sûr, dit-il. Tu veux venir au bureau où je serai plus tard? Tu pourrais passer? Demandai-je. Je serai plus à l'aise pour en parler là-bas. D'accord, dit-il doucement. J'y serai dans 1 heure environ. Puis j'ai raccroché. J'aime revenir sur ma décision. Je voulais faire apparaître l'argent comme par magie et faire comme si de rien n'était. Au lieu de cela, j'ai fait le tour de l'appartement, redressant les coussins, essuyant les comptoirs, ouvrant les fenêtres pour aérer, comme si je pouvais effacer toute trace de cette situation. Quand la sonnette a retenti, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai tourné la serrure et appuyé sur le bouton pour lui ouvrir. Joshua a entre 50 et 50 ans. Grand et large d'épaules, le genre d'homme qui travaillait autrefois de ses mains et qui désormais s'occupait surtout de chiffres. Pendant des années, il n'avait été pour moi que le concierge de l'immeuble. Courtois, poli, réservé. Nous ne parlions pas, nous ne partagions pas d'anecdotes, nous nous contentions d'échanger des enveloppes et de brefs sourires. Mais ce jour-là, lorsqu'il entra dans ma cuisine, quelque chose avait changé. Peut-être le percevais-je d'un autre œil, non plus comme une figure d'autorité chez moi, mais comme un homme que j'allais décevoir, l'aider. J'ai affiché des petits avis dans la buanderie, vérifié les lumières dans le couloir. Je lui envoyais des SMS quand un robinet fuyait ou quand un voisin s'était enfermé dehors. Nous avons commencé à parler davantage. Au début, il n'était question que de l'immeuble, des réparations, de l'appartement, des factures. Puis, petit à petit, la conversation a changé. Il me demandait « Comment va votre fils ?» et il écoutait vraiment quand je répondais. Il passait avec une boîte à outils et repartait après avoir entendu la moitié de ma vie. Un soir, je l'ai retrouvé dans le couloir pour lui montrer une lumière qui clignotait au 2e étage. L'immeuble était silencieux, de ce genre de silence qui ne règne que tard dans la nuit, quand le monde s'est endormi. La lumière du plafond bourdonnait doucement au-dessus de nous. Puis, en redescendant les escaliers, il demanda « Comment vas-tu » Franchement, répondis-je en riant sans joie. « Tu veux la réponse polie ou la vraie ?»« Toujours la vraie, » dit-il. Nous nous sommes arrêtés sur le palier à mi-chemin entre mon appartement et la porte d'entrée. Il s'appuya contre la rampe, me regardant de ce regard fixe qui me rendait à la fois vulnérable et rassurante. « J'aime tout ce que je fais, » dis-je d'une voix tremblante. En tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que femme qui devrait avoir une vie stable à 46 ans. Je suis constamment fatiguée, constamment effrayée, et parfois je reste éveillée à me demander à quel moment précis ma vie s'est arrêtée. Oh, c'est... c'est... Son regard ne quittait pas mon visage. Je ne vois pas d'échec en te regardant, dit-il doucement. Je vois quelqu'un qui se bat encore. Cela faisait longtemps que personne ne m'avait parlé comme si j'étais digne d'admiration et non pas simplement comme quelqu'un qui devait être fort par nécessité. Tu sais, ajouta-t-il d'une voix douce, quand ma femme est tombée malade, j'ai vécu quelque chose de similaire, dans des circonstances différentes, mais avec la même sensation d'étouffement. Personne ne s'en apercevait. On me répétait sans cesse « Tu te débrouilles bien, Joshua ». Mais intérieurement, j'étais comme absent. J'ai craqué. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'elle était malade. Elle est décédée il y a 5 ans, dit-il.
Un cancer. Certains jours, cet immeuble est la seule chose qui me donne la force de continuer, de réparer ce que je peux, même s'il reste encore tant à faire. Tu n'étais pas obligé de dire ça, je le voulais, répondit-il. Ce soir-là, en rentrant à mon appartement, Hayden dormait sur le canapé, la télévision encore allumée, sa lumière bleue vacillant. Son visage était fatigué. Je suis restée là un moment, à le regarder, le cœur partagé entre gratitude et ressentiment. Il était épuisé lui aussi. Il essayait à sa manière. Mais une distance s'était installée entre nous, une distance faite de factures impayées, de peurs inavouées et de tout ce que nous refusions de nous avouer. Il était plus facile de parler à Joshua et cela me terrifiait. Les jours se sont transformés en semaines. Notre routine est devenue plus confortable. Il m'envoyait des SMS. Peux-tu vérifier si la fenêtre 5 est toujours bloquée ou j'ai laissé des ampoules de rechange dans le placard du couloir? Peux-tu en prendre quelques-unes? Parfois, il ajoutait comment vas-tu aujourd'hui? Pas le comment allez-vous? Machinalement lancé à un caissier, mais celui qui semblait dire je resterai pour entendre toute la réponse si tu me le permets. Un samedi, j'ai fait un gâteau à la banane avec les dernières bananes qui me restaient sur le comptoir. Sur un coup de tête, j'en ai coupé une part. Je l'ai emballé dans du papier aluminium et je l'ai apporté à son bureau dans l'immeuble. Quand il a ouvert la porte, il a paru surpris, puis ravi. Eh bien, c'est une première, a-t-il dit en riant, en me payant avec le gâteau à la banane. J'ai rougi à ces mots. Considère ça comme un merci, ai-je dit, de nous avoir aidés à payer le loyer et de m'avoir écouté. Il a pris la part emballée dans du papier aluminium et l'a posée sur son bureau, puis m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Asseyez-vous un instant, a-t-il dit. Si vous n'êtes pas pressé. Je me suis assise. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos enfants, des quartiers où nous avons grandi, de l'évolution de la ville. J'ai ri à l'une de ses anecdotes. J'ai vraiment ri, d'un rire qui libère l'âme. Il m'a regardé, les coins de ses yeux se plissant. Je ne t'ai jamais entendu rire comme ça, dit-il doucement. Ça fait longtemps que je n'ai pas ri, admis-je. L'atmosphère avait légèrement changé, pas de façon spectaculaire comme dans un film, mais de cette manière subtile, presque imperceptible, qu'on ne remarque qu'après coup. La distance entre nous s'était réduite, ma conscience de sa présence. Et puis vint la nuit où tout a basculé. Il pleuvait, une averse torrentielle qui enveloppait la ville d'un velours gris. Je venais de poser les affaires de mon fils. Le dîner était au four quand mon téléphone vibra. Joshua, excuse-moi de te déranger. On a trouvé une fuite au plafond du couloir. Je suis là. Tu peux descendre une seconde? J'enfilai mon gilet et descendis. Mes cheveux étaient frisés aux pointes à cause de l'humidité et mes chaussettes étaient humides à cause des petites flaques d'eau sur le sol. Il se tenait au milieu du hall, le regard fixé sur une tache sombre et humide au plafond. L'eau s'écoulait régulièrement dans un seau en plastique posé au sol. « Encore le toit !» marmonna-t-il. Je jure que cet immeuble sait quand c'est un jour de paix et attend le moment propice pour faire des siennes. J'ai souri, puis je l'ai surpris à me regarder, et non le plafond. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Oui, ça va », ai-je répondu machinalement. Il a incliné la tête. Eleanor, c'est juste mon nom, mais la façon dont il l'a prononcé m'a fait frissonner. Je suis fatiguée, ai-je plaisanté, et j'ai peur, et je me sens coupable chaque fois que je te vois parce que je sais qu'on te doit encore de l'argent. Tu travailles pour rembourser, a-t-il dit. Plus que ça, tu es là, c'est... Je me suis approchée de la cascade, observant les gouttes d'eau qui tombaient une à une. Parfois, j'aime ça, murmurai-je, comme une échappatoire, comme si, malgré tous mes efforts pour tout garder pour moi, quelque chose finissait toujours par s'échapper. Il rit doucement, puis se tut de nouveau. Quand je levai les yeux, il était plus près que je ne l'avais imaginé. Je distinguais les reflets argentés de sa barbe naissante, les rides autour de sa bouche et la douceur lasse de son regard. « Tu n'es pas obligée de porter tout ça toute seule, tu sais ?» dit-il. « Qui d'autre le fera ?» répondis-je. « Et mon mari essaie rarement à la maison. Mon fils n'a pas besoin de me voir m'effondrer. C'est plus facile de faire semblant. » Sa voix baissa. « Ne fais pas semblant avec moi, dis-je en avalant ma salive.
Mon cœur battait la chamade. Non, murmurai-je. Il répondit à peine plus qu'un murmure. Non! La pluie tambourinait contre les vitres. Le hall semblait un petit monde à part, coupé du reste du monde. Il tendit la main très lentement, comme pour me laisser le temps de reculer, et écarta une mèche de cheveux de mon visage. « murmura-t-il, dis-moi d'arrêter et j'arrêterai. » J'aurais dû, je le savais. Je savais que j'étais une femme mariée, bien trop proche d'un homme qui n'était pas mon mari, un homme qui avait été bon envers moi quand j'étais vulnérable, un homme auquel je pensais la nuit quand je n'arrivais pas à dormir. Mais au lieu de reculer, je fis la seule chose que je m'étais juré de ne jamais faire. Je me rapprochai. Ma voix tremblait quand je répondis « Je ne veux pas que tu t'arrêtes ». Sa main s'attarda près de ma joue, ferme, et à cet instant, il n'était plus question de loyer, de service ou de désespoir. Il s'agissait d'être vu, d'être désiré, d'être soutenu, au lieu de toujours soutenir les autres. Quand il s'est penché vers moi, c'était si lent que j'aurais pu détourner le regard. Je ne l'ai pas fait. Nos mains se sont effleurées avec précaution, presque avec hésitation, comme si nous en testions tous les deux le poids. Ce n'était ni sauvage ni précipité. C'était doux, exploratoire, empli de tous les mots que ni l'un ni l'autre n'avions osé prononcer. Pendant un bref instant, j'ai oublié le monde extérieur. J'ai oublié les factures, la peur, l'humidité du plafond. Je ne ressentais plus que la sécurité de sa main dans le creux de mes dos et cette sensation à la fois effrayante et enivrante qui montait en moi. Quand enfin nous avons tous les deux repris notre souffle comme si nous étions remontés à la surface. « Ça change les choses », ai-je murmuré. « Oui », a-t-il dit doucement. « C'est vrai, j'ai jeté un coup d'œil à la cage d'escalier qui menait à mon appartement, à mon mari, mon fils, ma vie. « Je ne t'ai pas payé en espèces ce soir, » dis-je d'une voix à peine assurée. « Je crois que je t'ai donné quelque chose encore plus dangereux. » Son regard croisa le mien, tendre et ambivalent. « Tu ne me dois rien, North ?» dit-il doucement. « Pas comme ça. Quoi qu'il arrive, cela doit être quelque chose que tu désires vraiment et non quelque chose que tu as été forcé à faire à cause du loyer. » J'acquiesçais, mais au fond de moi, je connaissais déjà la vérité que je n'avais pas encore exprimée à voix haute. Ce n'était pas le loyer qui m'avait amené dans ce call, c'était la solitude. Et le pire, c'était que, pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais plus seule. Le lendemain matin, tout semblait identique, mais rien n'était parfait. Le soleil filtrait encore à travers les stores, une fine bande pâle. Mon mari ronflait encore doucement sur le canapé, portant toujours le même T-shirt froissé de la veille. Mon fils dormait encore dans sa chambre, un casque sur les oreilles, sans doute en train de rêver de jeux vidéo, de l'école ou de tout ce à quoi pensent les adolescents de 15 ans. Mais en moi, quelque chose avait changé, discrètement, profondément, indéniablement. Toute la nuit, je n'arrêtais pas de me réveiller, me serrant contre lui, comme si Joshua était encore là. Je revivais sans cesse la scène dans le hall, la pluie, le contact de sa main, cette douce recherche qui en disait tellement plus que tout ce que nous avions osé dire. À 10 heures du matin, je ne supportais plus le silence dans mon appartement. J'ai enfilé un jean, noué mon pantalon et suis sortie dans le couloir. L'immeuble était différent, comme si les murs gardaient un secret et attendaient de voir ce que j'allais faire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en bas si tôt, mais quand j'ai ouvert la porte du couloir, il était là, debout sur une échelle. Il resserrait un luminaire, comme s'il n'avait pas passé la moitié de la nuit à penser à moi. Il se figea en me voyant. Aucun de nous ne parla pendant un long moment. Le seul bruit était le doux bourdonnement de la lampe sur laquelle il travaillait. « Bonjour, » dit-il finalement d'une voix basse et prudente. « Salut » répondis-je d'une voix tremblante. Je n'avais pas préparé ce que j'allais dire. Comment aurais-je pu? Comment formuler une chose pareille sans tout gâcher? Il sortit et posa le tournevis. « Ça va? » « Je ne sais pas, » avouai-je. L'honnêteté était devenue une seconde nature chez lui. « Je ne savais pas si tu m'éviterais, » dit-il. « Moi non plus. » Il secoua la tête. « Non, pas après hier soir. Ce n'était pas une erreur, à mon avis.
Entendre ça, c'était comme reprendre mon souffle, un souffle que je retenais depuis des années sans m'en rendre compte. Mais la culpabilité suivit aussitôt, vive et familière. Ah, dis-je doucement. Je suis mariée, je ne peux pas faire comme si ça n'avait pas d'importance. Je sais, dit-il. Je n'ai rien oublié une seule seconde. Il se rapprocha, faisant glisser son corps. Tu n'as pas à te justifier, dit-il doucement. Tu ne m'as entraîné dans rien. C'est arrivé parce que nous étions deux personnes seules. N qui trouvait du réconfort ensemble, seuls. Ces mots m'ont réconforté car ils étaient vrais. Mais il y avait autre chose que je devais comprendre. Quelqu'un avait choisi qui m'avait empêché de dormir toute la nuit. Tu l'as fait parce que tu es mauvais pour moi? Ai-je demandé. Son expression s'est adoucie d'une manière qui m'a fait dire non, dit-il, parce que je n'ai pas cessé de penser à toi depuis des mois. J'ai eu le souffle coupé. Quoi? Ai-je murmuré. Il baissa les yeux, presque gêné. Tu entres dans chaque pièce comme si tu essayais de prendre moins d'espace que tu ne mérites pas, comme si la vie t'en demandait trop depuis trop longtemps. Je l'ai remarqué bien avant que tu me parles de tes problèmes d'argent. Mes yeux brûlaient. Et tu t'en souciais? Ai-je demandé. Vraiment? Répondit-il. Pendant un moment, nous sommes restés immobiles. La pluie avait cessé dehors, mais le silence entre nous était comme une tempête, silencieux, lourd, chargé de menaces. Ce soir, ai-je dit lentement, j'ai vu plus que depuis des années. Tu l'étais, murmura-t-il. Je regardais l'escalier. En haut, ma famille, mes responsabilités, ma vie. En bas, un homme qui avait tenu entre ses mains une petite partie de moi dont j'avais oublié l'existence. Je ne veux pas que ça tourne mal, dis-je. Je ne veux blesser personne. Je sais, répondit-il, et je ne te demande pas de choisir quoi que ce soit maintenant. Je ne te demande aucune promesse. Alors, que me demandes-tu? Il soupira. Et ça, moi aussi, disant que tu arrêtes ceci de faire semblant de ne pas avoir le droit d'être heureuse. Ces mots me touchèrent ainsi profondément que je restais sans voix. Et il s'approcha. Puis-je te poser une question? J'acquiesçai. Quand as-tu choyé quelqu'un pour la dernière fois? Pas comme une mère ou une épouse, mais comme Amara. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit, car la vérité était simple. Je ne m'en souvenais plus des années et des années. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait, comme une main posée délicatement sur un bleu, non pour l'aggraver, mais pour reconnaître sa présence. Quoi que tu décides, dit-il, je ne te mettrai pas la pression. Mais ne fais pas comme si hier soir n'avait jamais existé. Plus rien n'avait d'importance, ni pour moi, ni pour toi. Une larme a coulé sur ma joue avant que je puisse l'arrêter. Je l'ai essuyée rapidement, gênée. Hé! Dit-il doucement. Ne te cache pas. Je ne me cache pas, murmurai-je. C'est justement le problème. Je ne me cache pas. Et il semblait vouloir me prendre dans ses bras, mais il resta immobile. Tu ne me dois rien, répéta-t-il. Ni affection, ni choix, ni explication. Si tu pars maintenant, je comprendrai. Et si je ne pars pas? Demandai-je. Son regard croisa le mien, stable, ouverte. Alors je prendrai soin de toi, quoi qu'il arrive. Comme tu le souhaites, dit-il, non pas comme un tuteur, non pas à cause du loyer, mais parce que je tiens à la femme qui se tenait devant moi. Mon cœur sembla s'effondrer. La peur, un désir ardent et des années de négligence s'entremêlèrent en un tourbillon. Je restai longtemps là, tentant de respirer malgré tout ce qui montait en moi. Je ne sais pas où tout cela va me mener, avouai-je. Tu n'as pas besoin de le savoir, pondit-il. Parfois, le premier pas consiste simplement à admettre que l'on mérite plus que de survivre. Plus que de survivre. Ces mots résonnèrent en moi. Je me rapprochai. Un peu, mais suffisamment pour transformer à nouveau l'espace entre nous, le resserrant, le rendant fragile et réel. Il ne fit rien. Il ne leva même pas la main. Il attendit simplement, me laissant choisir, et pour la première fois depuis des années, je choisis. Je me penchai en avant, posant légèrement mon front contre lui, sans pression, juste une proximité silencieuse et tremblante. Il inspira lentement, comme s'il mémorisait l'Amara, murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, je suis là.
Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. Non pas parce que mes problèmes avaient disparu, non pas parce que la vie s'était miraculeusement arrangée, mais parce que, pour une fois, quelqu'un me regardait, non pas à travers le prisme de ce que je possédais, de ce que je portais, de ce que j'avais enduré, mais comme une femme qui avait encore le droit d'être désirée, comprise et aimée. Nous sommes restés ainsi dans ce couloir silencieux, plus longtemps qu'il n'aurait fallu, assez longtemps pour changer de position, assez longtemps pour savoir que ce n'était pas un accident, assez longtemps pour comprendre que la douleur en moi ne disparaîtrait pas en faisant semblant. Quand j'ai finalement reculé, ses mains sont restées le long de son corps, mais il tenait les miennes comme une promesse. Je t'enverrai un message plus tard, ai-je dit doucement. Quand tu seras prête, a-t-il répondu. J'ai monté les escaliers, le poids de ma vie sur mes épaules, mais aussi une nouvelle sensation, encore palpable sur ma peau. Mon mariage n'était pas sauvé, mes problèmes n'étaient pas résolus. Mes choix étaient loin d'être simples, mais pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible. Je me sentais à nouveau humaine, et ce fut le début de tout ce qui suivit. Des conversations plus fréquentes, un moment volé dans la buanderie pendant que je pliais le linge et qu'il vérifiait le sèche-linge, un rire partagé au sous-sol, l'odeur de poussière et de vieilles machines autour de nous tandis que nous discutions d'un disjoncteur défectueux. Ces brèves rencontres nichées dans les recoins de nos journées devinrent de minuscules oasis de connexion. Ma culpabilité, bien que toujours présente, commença à s'estomper, mêlée à une étrange de libération. C'était un cocktail dangereux, je le savais. Mais comment pouvais-je me détourner de quelqu'un qui vous voit si clairement, qui vous offre de la compréhension quand votre propre vie est comme une rivière? Un après-midi, je repeignais quelques rayures dans le couloir. L'odeur de peinture fraîche était épaisse dans l'air quand Joshua est apparu. Il m'a regardé un instant puis m'a pris le rouleau des mains. Laisse-moi t'aider, dit-il d'une voix douce. Il travaillait à côté de moi, nos épaules se frôlant parfois. Le simple fait de travailler ensemble, la tranquillité de cette compagnie plutôt qu'un quelconque grand geste. Plus tard, pendant que la peinture séchait, nous nous sommes assis par terre, appuyés contre le mur fraîchement peint, et il m'a tendu une bouteille d'eau. « Tu es doué pour ça? » dit-il en montrant la couche lisse et uniforme. Avant, je peignais beaucoup, ai-je avoué. Avant, enfin, avant que tout le reste ne devienne plus important. Il hocha la tête, compréhensif. C'est facile de se perdre dans le train-train quotidien. Il se tourna complètement vers moi, son genou presque à hauteur. « Mais tu n'es pas obligé de rester perdu, Amara. » Ces mots étaient une douce invitation, un murmure de possibilités. Je le regardais vraiment, je le vis, et je vis un homme qui m'offrait non pas une échappatoire, mais le reflet de la femme que j'étais, celle que je rêvais de redevenir. En réalité, Hayden et nous étions éloignés l'un de l'autre bien avant les problèmes financiers. Nous étions colocataires, coparents, partenaires dans un accord tacite de routine et d'obligation. La passion s'était éteinte, remplacée par une familiarité confortable, quoique quelque peu étouffante. Je l'aimais d'une façon comme un vieux Paul usé, familier, réconfortant, mais plus vraiment. Avec Joshua, c'était différente. C'était une étincelle, une redécouverte, une connexion à la fois toute nouvelle et profondément ancienne, comme deux âmes retrouvant enfin le chemin du foyer. Le jour est venu où j'ai su que je ne pouvais plus vivre dans cet entre-deux. La tension dans mon appartement était suffocante. Les non-dits entre Hayden et moi se transformaient en un mur impénétrable. Le désir de la présence de Joshua, de sa compréhension silencieuse, était devenu un bourdonnement constant sous la surface de mes journées. J'ai trouvé Joshua dans le bureau de l'immeuble, penché sur des plans. Il leva les yeux, un sourire aux lèvres en me voyant. « Un marin? Tout va bien. »« Non, » dis-je d'une voix ferme malgré le tremblement de mes mains. « Rien ne va bien, mais ça peut aller mieux. » Il referma les plans, son regard fixé sur le mien. Il savait, il semblait toujours savoir. « Je dois parler à Hayden, » dis-je. « Je dois lui dire. » Son visage resta calme, mais je vis une lueur dans ses yeux. De l'espoir peut-être, ou une profonde tristesse face à la douleur à venir.
C'est une conversation difficile, dit-il. Je suis inquiet, mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus faire semblante. Je pris une inspiration tremblante et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il se leva et contourna le bureau pour se placer en face de moi. Il ne me regarda pas, mais sa présence était comme une étreinte. Tu n'es pas obligé d'affronter ça seul, dit-il. Je sais, ai-je répondu, une larme coulant enfin sur ma joue. C'est pour ça que je suis venue te voir. La conversation avec Hayden s'est déroulée exactement comme je l'avais imaginé. Il y avait des larmes, de la colère, de la confusion et une résignation silencieuse et lasse. Il avait perçu la distance qui s'était installée entre nous. Il l'avait vu grandir, mais nous avions tous deux eu trop peur, trop épuisés pour en parler. C'était une fin douloureuse pour un chapitre, mais aussi une fin nécessaire, un nouveau départ. Après cela, la vie fut chaotique, compliquée et jalonnée de décisions difficiles.